Ok, comment je suis arrivée à me poser la question qui paraît plus... Hop. Ah ouais? Dans le micro. Ouais. À poser la question qui est à l'écran, qui peut paraître à beaucoup impertinente ou illégitime, vu qu'on a une imagerie du Québec souvent très positive, un peu partout en Occident et au Québec. Alors, pour moi, l'islamophobie, pour aller très vite, c'est un déni de droit explicite, évident. Il a des effets... il a des formes explicites comme un déni de liberté religieuse, toutes les questions sur les ports religieux. Moi, je parlerai ni de voile, les signes religieux. Et il a un effet, ce discours islamophobe, un effet implicite qui me paraît extrêmement nocif et qu'on connaît, qui a été subi par toutes les minorités. C'est pas simplement un cas des musulmans présentement. C'est de rendre absolument impossible la reconnaissance sociale sur la sphère publique, dans la sphère publique. C'est une forme de déni de participation sociale et politique, puisque on vous renvoie à une espèce de statut de non-citoyen. Donc, c'est quelque chose qui, dans ma tête, ne fonctionne pas très bien dans un pays qui se dit défenseur de liberté ou dans n'importe quelle démocratie, disons, contemporaine. Pourquoi je pose la question? Parce que lors des débats sur la fameuse charte des valeurs québécoises, j'ai été assez choquée de voir que les thèmes de l'islamophobie étaient tenus par des personnalités connues et logiquement appartenant à des mouvances ou des partis libéraux ou péquistes. Et que, dans ma tête, le PQ n'était pas un parti qui pouvait avoir des thématiques, disons, racistes ouvertement. Donc ça m'a un peu intriguée. Quand je parle de personnalités connues, vous allez voir le matériel, on parle de Jeannette Bertrand, on parle de Fatima Ouda Pépin, on parle de Lise Payette, on parle de Jemila Benavi, de Louise Mailloux, de Drainville, de messieurs Drainville, pardon, Richard Martineau, Pierre Folliat, Mathieu Bocoté. Donc ce n'est pas simplement, comme on trouve en général sur la toile, une islamophobie développée par des corpuscules qu'on connaît à peine et on ne sait même pas s'ils ont 10 ou 15 membres. Là, on est face à un mouvement par des gens connus qui sont en train de créer publiquement un discours islamophobe. Ça m'a un peu assise et je me suis dit, ok, on va aller voir qu'est-ce qu'ils racontent réellement de manière, si on peut, systématique. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher les pages Facebook créées entre août 2013 et janvier 2014 et qui parlaient uniquement de la charte et qui avaient été créées sur la charte. Je suis allée chercher celles pour et celles contre. Là, c'est l'analyse de celles qui sont pour. Alors, vous connaissez ça. Je vous rassure quand même à l'avance, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de conclure, on ne peut pas parler sociologiquement d'extrême droite en formation réellement au Québec. Mais il y a quelque chose, à mon sens et à notre sens, qui a changé drastiquement au Québec, c'est que désormais, il est légitime d'être raciste publiquement, même si vous êtes dans une personnalité connue du monde médiatique, du monde politique, de ce que vous voudrez. Et ça, je pense que c'est, à mon sens, on pourrait en discuter, je pense que c'est l'enjeu, à mon sens, ça c'est nouveau. Et c'est, moi j'estime dangereux, mais ça c'est autre chose. Alors, on pourra revenir sur la question de la définition de l'extrême droite. Là, il y a tout un débat sociologique, je passe là-dessus. D'autre part, sur la question, parce que je voudrais l'annoncer pour avoir le temps de le faire, c'est que il y a des formes de réplique par le secteur associatif, musulmans ou pas musulmans, par la société civile, à l'islamophobie. On en a beaucoup. Bon, moi, je l'analyse d'autre part dans d'autres projets. J'ai choisi, parce que ça serait long de faire la liste de tout ce que fait le secteur associatif musulman ou non musulman québécois contre l'islamophobie, j'ai choisi de finir aussi un peu pour sourire par quelque chose, moi, qui me semble une prise de parole extrêmement importante des victimes de l'islamophobie, qui sont les humoristes de culture musulmane, disons, qui s'amusent en ce moment. Et il y a une petite capsule de 4 minutes de Adib, vous verrez. Alors, maintenant, donc, qu'est-ce que donne l'analyse de ces pages Facebook et qu'est-ce qu'ils racontent? Et comment ils sont... Alors, Paul a déjà abordé quelques thèmes, parce que c'est attendu. Ce que j'ai trouvé, moi je m'y attendais, mais que ça soit tenu par les personnes qui le tiennent. Dans le micro. Oh, Jésus, mais...
faut presque le manger. Les thèmes, on pouvait s'y attendre, c'est quand même, je trouve, significatif de voir en quels termes ils le disent. Et c'est public tout ça, hein, c'est sur des pages Facebook publiques. C'est pas des pages Facebook de petits groupes, c'est public. Alors, le retour du religieux. Bon, on a eu la question tout à l'heure sur la question du voile. Ce qu'il faut... Enfin, à mon sens, ce qu'il faut comprendre, c'est que la question du soi-disant voile, il y a 3 enjeux sur le voile. Il y a l'enjeu culturel et de la xénophobie. On n'aime pas les étrangers quand on s'attaque en général au voile. Il y a la question du statut de la religion dans la sphère publique au Québec, qui est quelque chose de traumatisant pour beaucoup de gens natifs. Et il y a la question des droits. Donc ces 3 enjeux qui ne jouent pas du tout sur le même public, sur les mêmes personnes et sur les mêmes solutions et même sur les mêmes niveaux. Quand vous parlez des droits, pour la plupart des gens, vous parlez du fédéral, du multiculturalisme, de la charte. Quand vous parlez du religieux, vous parlez du Québec et toute l'histoire du catholicisme au Québec. Quand vous parlez de la xénophobie, c'est le mouvement xénophobe qui a toujours existé au Québec, il ne faut pas se le cacher, et depuis longtemps. Bon, et qui existe aussi de manière plus cachée peut-être au Canada. Donc, le retour du religieux, c'est un thème absolument de toutes ces personnalités sur les pages Facebook. Alors, retour religieux, pourquoi ? L'obscurantisme, vous pouvez vous y attendre, vous pouvez lire en même temps, et le thème de l'égalité des hommes et des femmes. Bon, ça c'est connu. Ce qu'il faut regarder, j'ai pas corrigé les fautes d'orthographe, hein, excusez-moi. Ce qu'il faut regarder, à mon sens, c'est les termes dans lesquels je vais aller vite, donc je vous dis plus ou moins les thèmes, mais vous pouvez lire. C'est voir que vraiment le niveau de langage est pas très sophistiqué et il y a un ton acerbe, un ton méchant derrière. Regardez par exemple la Tchéka Françoise David, bourgeoise bohème et féministe de pacotille. On y va. Le Hadj Couillard, l'émir Kadir, le cheikh Justin. Donc vous voyez, on est au niveau de l'insulte. L'émir Kadir. Hein? L'émir Kadir. Est-ce que tu vois pas l'émir Kadir. Alors, donc ça on l'a déjà eu. Et pourquoi est-ce qu'il va à l'envers? Ah, ok. Alors, la laïcité, Paul l'a cité, la laïcité est le grand cache-sexe, si j'ose dire, de toute l'argumentation. Et ce qui est intéressant, et là, moi, j'en veux beaucoup à beaucoup d'universitaires québécois, c'est que personne vraiment... il y a très peu de gens qui mettent sur la table ce qui est la réelle laïcité. Quand on parle de laïcité au Québec, on ne parle pas de laïcité, on parle d'athéisme d'État. La laïcité permet la liberté religieuse, il n'y a aucun problème à ça, c'est dans la Constitution française, puisque la France est le grand modèle, je ne sais pas comment encore, après tant d'années de colonialisme et de bêtises en France, la France peut être un modèle. Vraiment, moi, étant français de formation, ça me révolte quelque part. Je veux dire... Il y a une formation pour ça? J'aimerais bien la suivre. Tu viens de faire de l'altérisation, là, inversée. Alors, en tous les cas, alors ça, vous pouvez y aller sur la question de mon côté français, ça fait longtemps que c'est pensé. Donc, la question de la laïcité, c'est vraiment un cache-sexe parce que ça camoufle un débat au nom d'une norme qui paraîtrait tout à fait légitime et intellectuelle. Ça fait très bien de parler de laïcité, de rapport de l'État et de la religion. C'est totalement faux. Et vous allez voir, il y a quelques sondages. Les gens, au Canada, en général, les gens confondent neutralité religieuse et laïcité, c'est totalement différent. La laïcité est une des formes de la neutralité religieuse. Attention, il ne faut pas confondre, c'est une des formes, il y en a 5 autres formes. Et la laïcité est le régime uniquement de 2 pays. Et le pays qui la respecte le plus, ce sont les États-Unis, c'est certainement pas la France. La France, il y a 17 dérogations monumentales. Je ne vais pas l'avaler ce micro quand même. Ok. Donc, quant aux Québécois, ils sont comme d'autres populations, ils ne savent pas. Et alors, ce que j'ai trouvé absolument très mignon, c'est que l'Actualité, qui est un journal assez prétentieux en termes intellectuels, ne sait même pas ce que c'est. Dire que l'Allemagne est un régime laïque, c'est à mourir de rire.
N'importe quel constitutionnaliste serait en train de mourir de rire dans son coin. Bon, maintenant, autre argument qu'a donné aussi, qu'a invoqué Paul, l'islam, invasion et rêve de conquête. Alors vous voyez un peu le discours, même l'Islande est prise là-dedans, imaginez-vous. Et l'objectif, c'est effectivement d'imposer la charia. Évidemment, personne ne sait ce qu'est la charia. Enfin, ceux qui en parlent. La charia, ça ne veut rien dire en soi. Il y a des interprétations de la charia. Il y a des pays où la charia est plus drastiquement interprétée qu'ailleurs. Donc ça ne veut rien dire. On est vraiment dans l'analphabétisme quelque part. Mais est-ce que j'ai appuyé sur le mauvais bouton ? Alors, là, ce qui est plus intéressant, parce que c'est un thème qui est très très présent dans les extrêmes droites. Ça, c'est un thème de droite. C'est-à-dire la coalition de la classe politique, des médias et des minorités, et surtout, vous allez le voir, un mépris et une opposition féroce aux classes politiques en place. Et ça, c'est le populisme. Donc, on a là un mouvement populiste qui a toujours plus ou moins existé au Québec, mais que moi, je n'avais jamais vu manifester. Ça fait 45 ans que je suis au Québec. Je n'avais jamais vu manifester sur la scène, mais qu'on a vu que parfois, quand même un peu avec Duplessis, mais qui était complètement désuet depuis, il me semble, la Révolution tranquille sur la scène publique. Je ne parle pas sur la toile. Alors, la coalition est... Où ça bute le plus et où c'est un mode de pensée totalement réactionnaire à mon sens, c'est l'opposition, mais alors féroce, au judiciaire et au juridique. Les juges sont, pour tous ces mouvements, il y a 16 pages, je pense qu'on analyse, sont tous les ennemis. Pourquoi ? C'est une représentation où le pouvoir doit être à la majorité parlementaire. On est donc dans le système de la démocratie libérale d'avant 1945. On est dans le modèle de la démocratie des années 1930, où la majorité des assemblées et des parlements menait le jeu. Et il n'y avait pas de contrôle réellement, ce qu'on appelle maintenant constitutionnel. Donc les chartes n'existaient pas. Donc il n'y avait pas de contrôle de ce qu'on appelle maintenant la constitutionnalité des lois. Et là, dans le domaine où on est, donc du respect des minorités. C'était la règle de la domination de la majorité. La grande révolution de l'Occident en termes d'institutions politiques après 1945, c'est l'imposition à tous les États occidentaux de respecter les droits des minorités. Ce que veut ce courant d'opinion, si on peut appeler ça un courant d'opinion, là il y a des problèmes sociologiques, mais ce que veulent les gens qui parlent de ces thèmes-là, c'est qu'on revienne en arrière et que la majorité parlementaire dise « si moi je veux pas de niqab, il n'y a pas de niqab ». Et la Cour suprême, elle est au diable. Okay ? Donc il y a un discours extrêmement haineux contre les juges. Regardez la citation ici, je vais passer dessus. Ce sont les ennemis jurés. Et les constitutionnalistes sont les ennemis jurés de ce mouvement-là. Ok, je peux y aller ? Regardez la dernière page que j'ai soulignée, c'est exactement la logique du raisonnement. Ok. L'autre ennemi, ça on s'y attendait, on est au Québec. Donc le multiculturalisme canadien, ennemi de la nation. C'est un thème, je dirais, tellement courant qu'il n'y a pas tellement à... Et derrière, c'est la haine et la peur. C'est la peur panique de la différence culturelle et donc de la dissolution de l'homogénéité culturelle de la nation. Maintenant, moi, je ne crois pas du tout... Enfin, c'est pas que je ne crois pas. Je pense que ces discours-là sont de la couverture parce qu'il y a des enjeux majeurs. Pour moi, la loi, c'était le projet de loi 60. L'enjeu, c'était le marché du travail, fonction publique, fonction municipale, secteur communautaire. Là, il y a une menace qui s'amène pour ceux qui l'ont toujours contrôlé au Québec, qui était généralement d'extraction canadienne-française. Et donc, qu'est-ce qu'aurait fait la loi 60 ? C'est de sortir quasi tous les émigrés, avec ou sans signe religieux,
repérables par le nom de famille, par exemple, du secteur public. Et là, on s'assurait un contrôle du secteur public. Alors, ça, c'est l'attaque contre l'anthropologie. Ils ont bien raison, c'est l'anthropologie qui a joué le jeu, de mettre en place en partie le multiculturalisme. Et cette idéologie fait surtout des ravages chez les jeunes, imaginez-vous. Ils ont tellement intégré son logiciel, donc que c'est devenu un mode de pensée automatique. Il n'y a même aucun respect pour les gens qui auraient cette opinion. Alors, toute critique de l'islam et de l'islamophobie, si vous avez des réticences, donc l'argument, effectivement, qu'il y a souvent sur la place publique, ça c'est Madame, c'est Facal. Monsieur. Bon. Ok, alors, pour la question peut-être un peu plus théorique et plus sociologique, est-ce que c'est de l'extrême droite? On a des thèmes qui sont de l'extrême droite. Haine des élites économiques, intellectuelles, j'ai combien de temps? Médiatique, politique, ethno-nationaliste, ce que moi j'appelle, ce qu'on appelle le fétichisme de l'identité collective, c'est-à-dire ethno-nationalistes, c'est ceux qui sont là depuis la fondation de la nation, allez savoir quand c'est, qui ont droit à quelque chose. Alors en France, c'est depuis Jeanne d'Arc ou c'est depuis Vercingétorix, oui. Ici, c'est depuis, je ne sais pas. Jacques Cartier, j'en sais rien qui c'est, mais en tous les cas, c'est ça l'ethno-nationalisme. Et ce que je viens de vous dire, rejet des chartes et anti-égalitarisme, puisque le rejet des chartes, c'est le refus de la reconnaissance de l'égalité des minorités, dans notre cas. C'est ça l'enjeu. Maintenant, on a des choses qui ne sont pas du tout d'extrême droite. Tous ces gens-là font partie... C'est d'ailleurs ceux qui ont créé des pages Facebook et qui s'y expriment beaucoup, j'en ai cité quelques-uns, font partie de l'élite québécoise. Ok, on est face à des élites là. On n'est pas, je vous répète, avec des petits corpuscules sur la toile, comme effectivement la Fédération des Québécois de souche, et puis il y en a au moins une vingtaine au Québec. Là, on est avec des élites. Donc, il n'est pas question qu'elles rejettent les institutions politiques, alors qu'un mouvement d'extrême droite va les rejeter. Elles sont dans le système, elles essayent de transformer le système de l'intérieur et de le casser en revenant à des modes de fonctionnement qui seraient, à mon avis, des années 1930. Donc, on n'a aucune perspective de renversement du système, aucune légitimation de l'usage de la violence. C'est extrêmement important quand même, parce que les extrêmes droites ne se gênent pas pour dire... casser du musulman si vous pouvez dans la rue, comme on l'a vu dans votre présentation. Donc, conclusion. Ce sont des discours indéniablement à droite, mais qu'on ne peut pas sociologiquement placer à l'extrême droite. Mais comme je vous l'ai dit, il me semble un glissement de certains secteurs de la société, particulièrement des élites qui se disent intellectuelles, ou culturelles ou politiques. Oui, mais il faut que je passe la capsule. Vers des thématiques chères à l'extrême droite européenne. Michael, la capsule. Alors, la question que j'en s'est posée, c'est est-ce que tout ce beau monde qui appartient soit au Parti québécois, soit au Parti libéral, soit à d'autres mouvances, est-ce que tout ce beau monde pourrait faire alliance? Si jamais ce beau monde fait alliance, là, on va être face à un mouvement qui va devenir peut-être d'extrême droite. Et je ne sais pas, on pourra discuter de ça. C'est là le risque qu'il y a en ce moment. Moi, je ne pense pas que ce soit probable que Mme Fatima Ouda-Pepa se mette d'accord avec Jeannette Bertrand, mais on ne sait jamais.